RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchine. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Alors aujourd'hui dans Dialectique, nous allons nous intéresser aux tziganes, aux gens du voyage. Alors qui sont les tziganes? Qui sont les gens du voyage? Comment les appeler, parce qu'il y a plusieurs dénominations. Aujourd'hui, on se perd parfois entre certaines terminologies. On va essayer d'apporter un peu plus de précision dans cette émission. Et pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir pour la première fois sur ce plateau Frédéric Paris, qui est référent pour la mairie de Maxéville, médiateur au pôle Solidarité. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci de m'inviter. Alors on va parler un peu ensemble tout d'abord de l'histoire des tziganes, des gens du voyage. Alors ça commence à peu près au XVe siècle, l'arrivée des premiers groupes de tziganes en Europe occidentale. Ils sont accueillis par des familles seigneuriales de France et à ce moment-là déjà ils suscitent la curiosité, la peur. Ils fascinent autant qu'ils amusent. Complètement, oui, parce que à cette époque, surtout autour du XVe siècle, il y a encore beaucoup de codes qui régissent la vie pour le peuple français. Et les tziganes, eux, vont avoir faculté à se démarquer, notamment par leur tenue vestimentaire. C'est quand ils arrivent, évidemment, ils ont des codes vestimentaires qui sont différents. Ils vont se démarquer aussi par leur savoir-faire et leur mode de vie, quoi. Mais ça reste quand même des chrétiens avant tout. À cette époque, ils portent le nom de pénitents encore, puisqu'ils effectuent des pèlerinages. On les appelle les pénitents à cette époque. Tous ceux qui participent à des pèlerinages portent le nom de pénitents, et les tziganes n'y échappent pas. Ils se présentent un tel, sous tel nom, sous cette appellation-là, parce que ça leur permet de se déplacer. Alors bien sûr, ils sont chrétiens aussi. En 1418, il y a 14 000 tziganes égyptiens qui arrivent sur la ville de Strasbourg et qui expliquent aux responsables locaux que, ils ont très mal défendu leur terre et que le pape leur a imposé un pèlerinage et que c'est pour ça qu'ils sont ici et qu'ils se déplacent, quoi. Et en parlant d'Égyptiens, tu me dis si je me trompe, le mot gitan viendrait de Égyptano pour faire référence à des origines égyptiennes lointaines. Oui, alors égyptienne, géographiquement pas tout à fait juste parce qu'on n'est pas sur l'Égypte des pharaons. On est sur une région qui se situe entre l'Arménie et la frontière grecque, qu'on a appelé longtemps la Petite Égypte. Et quand ces peuples arrivent sur le territoire français, et c'est surtout à l'époque de Napoléon d'ailleurs, quand ils arrivent sur le territoire, plutôt que de se présenter comme tziganes où l'appellation pénitente n'a plus non plus prenant de sens parce qu'on a avancé dans le temps, ils se présentent comme égyptiens, ce qui passe beaucoup mieux de toute manière aux yeux des populations locales, puisque de toute manière sous l'époque de Napoléon, il y a eu des conquêtes égyptiennes et tout. Et c'est à ce moment-là que ce mot-là entre dans le vocabulaire et que eux se présentent ainsi, mais pour des raisons aussi, encore une fois, de facilité d'intégration. Alors on va aller un peu plus loin dans l'histoire. En 1682, Louis XIV aurait dit, je cite, il a été impossible de chasser entièrement du royaume ces voleurs, en parlant des gens du voyage, par la protection qu'ils ont de tout temps trouvée et qu'ils trouvent journellement auprès des gentilshommes et justiciers qui leur donnent retraite dans leur château et leur maison. Alors, il a tout à fait raison, parce que c'est Louis XIV qui va mettre fin aux milices privées, aux entreprises de guerre privées, dans lesquelles étaient engagés nombre de tziganes pour des seigneurs locaux. Il va mettre fin à ces pratiques-là, et tous ces personnels qui étaient employés pour la guerre, au profit de seigneurs locaux, vont se retrouver au chômage. Et alors, la guerre ne consiste pas uniquement à tuer des gens, il y a toute une logistique derrière. Il y a des emprisonnements. Comment? Il y a les emprisonnements. Il y a les emprisonnements, mais il y a surtout toute la logistique de guerre, c'est-à-dire le travail du cuir, le travail du fer, la restauration des armes, le dressage des chevaux. Et pour toutes ces tâches-là, les tziganes étaient employés en masse à l'époque, encore sous Louis XIV, par des seigneurs locaux. Quand Louis XIV met fin à et impose une loi qui met fin à ces milices privées, tout ce personnel-là se retrouve au chômage et vont soit devenir
artisans pour ceux qui le peuvent, en restant plus ou moins sédentaires, mais pour d'autres, ils vont devenir commerçants ou saisonniers pour différents travaux agricoles, voire la fabrication du charbon de bois, et d'autres aussi pour continuer à effectuer leur travail de dressage d'animaux, des chevaux. Et d'autres aussi parce que la musique qui, depuis les plus anciennes époques, a toujours accompagné la guerre, pour battre le tambour durant les combats, mais aussi pour le dressage des animaux. Les chevaux et les éléphants allaient à l'époque. De leur premier départ, ils étaient en Inde, donc ils travaillaient aussi. Les musiciens étaient convoqués pour le dressage des éléphants, donc la musique a toujours perduré en même temps que la guerre a perduré. Ça, c'est important. On va revenir un petit peu plus tôt encore dans l'histoire, au XVIe siècle. Il y a déjà à ce moment-là des ordonnances d'expulsion contre les tziganes. L'histoire des tziganes, elle est très liée à la répression au final. D'une certaine manière, oui, puisque à cette époque, à chaque fois qu'un premier ministre décide de mettre en place un plan, oui et non, je vais dire, précis, un plan de sécurité nationale, ça consiste surtout à nettoyer les routes commerciales de tout ce qui traîne sur les routes. Donc vous avez des tas de métiers ambulants, vous avez aussi des brigands, des malfaisants, mais vous avez aussi des tziganes, et nombre ont dû subir cette répression-là, qui n'était pas forcément orientée vers les tziganes, mais dans lesquels, comme ils étaient les premiers occupants de la route, ils en ont subi beaucoup les conséquences, quoi. Mais c'est vrai que à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, on entre dans des périodes de guerre incessantes. Il y a une paranoïa qui s'empare des populations locales sur des territoires, et surtout à la sortie du Moyen-Âge, où en plus la peste, les famines, les grandes famines ont bouleversé les mentalités. La guerre amène à une certaine paranoïa, et la déchéance du peuple tzigane, elle vient justement avec cette méfiance, où le mystère disparaît pour laisser la place au doute, et on va commencer vraiment à s'inquiéter sur leur capacité à se déplacer d'une frontière à l'autre et être éventuellement colporteur d'informations. On va, à la fin du 19e siècle, instaurer un système de carnet d'identité, de Bien carnet sûr, anthropométrique. Oui, les carnets on y reviendra. Oui. Voilà. Et justement pour pouvoir suivre à la trace les tziganes. Ces carnets-là, c'était entre 69 et 2017, hein. C'est tout récent, du coup, la fin des carnets. Alors, 69, c'est l'année où l'administration française décide, pas de créer un mot, hein, mais en fait s'inspire d'expressions qui existent, notamment d'un titre de film à l'époque qui s'appelle Les gens du voyage, pour se débarrasser du mot nomade, à l'endroit de ces populations-là, pour utiliser le mot gens du voyage. Et 2012, c'est l'année où il y a un tzigane qui a porté plainte devant le Conseil constitutionnel parce que cette loi du carnet anthropométrique était discriminatoire, et il a gagné. Donc les tziganes ont gagné le droit de bénéficier des mêmes papiers d'identité que le reste de la population sur les territoires où ils sont, et de pouvoir remplacer le carnet anthropométrique. Ce genre de carnet, il faut préciser que par le passé, il était réservé aux travailleuses du sexe, notamment. Oui, ça a été un papier, ce genre de carnet qui est un peu un dérivé du passeport. Les passeports servaient à identifier les gens qui se déplaçaient à l'intérieur du pays avant que les gens voyagent. Et il a surtout servi avant la Deuxième Guerre à pouvoir interner en masse tziganes et forains, puisqu'ils bénéficiaient de ça. Ils étaient enregistrés, ils étaient localisés. Mais fin de ce carnet-là en 2012, certains personnes du voyage restent encore attachés à ce document-là, pour des raisons d'identité, d'histoire, de lien, de patrimoine historique. Il n'y a pas beaucoup d'archives qui sont tenues par le peuple tzigane. C'est un peuple qui base beaucoup ses rapports sur l'oralité. Ouais, l'oralité et la parenté. Il n'y a pas de société ou de grande communauté, mais c'est la parenté qui fait la vitalité, quoi. De ce peuple. Tu parlais d'internement, c'était sous le consulat de France, donc entre 1799 1804, on interne les tziganes et on songe même à les déporter en Louisiane. Ouais, ça c'est une idée saugrenue, ouais.
qui est arrivé parce qu'il faut trouver des populations pour aller occuper les nouveaux territoires français. Et on a imaginé que le peuple tzigane, juste parce qu'ils avaient l'habitude de vivre dans des conditions absolument difficiles, on allait pouvoir les emmener là-bas. Bon, pour ma part, j'ai peu d'informations sur ce genre de projet, quoi, mais bon, voilà, on voit à quel point effectivement ça a été compliqué pour ces populations de résister à la période de l'industrialisation, à la période des guerres de masse et tout ce qui va avec, quoi. Après, c'était pas un problème stricto sensu français, parce que au XVIIIe siècle, aux Pays-Bas, on organisait des battues à tziganes. Là, on parlait de la période avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en 1925, en Prusse, tout homme ou femme tzigane est pendu. Quand on ne les tue pas, on les condamne au fouet. Sur ces territoires-là, il y a plus de 500 ans, près de 500 ans, Marie-Thérèse d'Autriche a forcé les peuples tziganes de ces territoires-là à devenir sédentaires. Elle les a contraints à perdre une partie de leur culture. Elle a en fait voulu complètement inhiber et assimiler cette population-là. Tout ce qu'elle a réussi à faire, en fait, c'est en faire des sédentaires. Mais ils sont restés profondément tziganes. Pour une grande partie, c'est ce qui représente le peuple rom. Alors, dans les terminologies, mais là, on va être dans le terme simple. Quand je parle des Roms, c'est cette population de tziganes que l'Europe a définie en 1977 en donnant cette appellation-là. Après cet épisode, ils vont basculer dans l'esclavage, et cet esclavage va prendre fin en 1856. Donc, après une période d'esclavage comme ça sur des territoires, je vais pas dire fort de tradition, mais voilà, fort caractère, quoi. C'était très compliqué de récupérer un statut d'homme libre et de reconnu, quoi. Donc les persécutions se sont poursuivies effectivement bien après, pour atteindre encore une fois un paroxysme même sur les territoires français à partir de la Deuxième Guerre mondiale. En parlant d'hommes libres, d'hommes reconnus, il y en a un qui fait l'unanimité, c'est celui qui a inventé le jazz gitan. Je parle bien sûr de Django Reinhardt, et on va écouter son Minor Swing sur RCN 90.7. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est sur RCN 90.7 en direct avec Frédéric Paris, qui est référent pour la mairie de Maxéville, médiateur au pôle Solidarité, et qui s'occupe notamment des gens du voyage sur le plateau. On vient d'écouter Django Reinhardt, on parlait d'illustres tziganes, hein, lui qui a popularisé ce jazz gitan, hein, qui a inventé ce jazz gitan. En parlant de gitan, c'est vrai que c'est un terme qui revient assez souvent. On dit que les gitans sont des personnes qui à la base vivaient dans les pays méditerranéens, en Espagne. On dit aussi que leur migration est très difficile à retracer, hein, parce que les liens se font par la parenté. Il y a aussi toute cette terminologie, on parle de romanichel, de voyageurs, de bohémiens. Il y a des termes qu'on appelle des termes endonymes, ce sont des termes qu'on va utiliser entre soi dans un groupe, et il y a des termes exonymes, ce sont les termes que d'autres personnes vont utiliser pour désigner une communauté. Par exemple, pour nous, enfin pour les gens du voyage, nous sommes moi je serais un gadjo, ma collègue serait une gadji, et ensemble on formerait les gadjés. On va parler de l'origine de tous ces mots. Ce serait même plus précisément un gadjekalo même. Un gadjekalo, parce que les gitans, Kalé, qui vient du sanskrit zin Kalé, veut dire homme noir de la plaine. Donc moi je serais un Kalé. Voilà. C'est ça. On parle de Rome, de Manouche, de Sinté, de Yaniche, de Romani Travelers en Irlande, de nomades, d'itinérants. Alors oui, effectivement. Il y a plein de termes. La galerie est gigantesque. Pour les plus anciens, disons, pour se situer géographiquement sur l'origine, on a le terme Atsiganoï. Atsiganoï, qui est un mot indien qui veut dire intouchable. Et à l'intérieur de ce mot-là, on trouve la racine tigane. Parce que il y a aussi le fait, enfin, on trouve des fois, hein, tu me dis si je me trompe, le fait que le mot tzigane vient du romain qui veut dire esclave. Alors c'est un sens qu'a pu prendre, puisque effectivement les tziganes de Roumanie ont été longtemps esclaves, comme je le disais tout à l'heure. Donc il a pu effectivement devenir un synonyme du mot esclave.
Mais le mot tzigane est plus ancien. Il a pour origine un mot perse, shogan, qui est plus en rapport avec le dressage des chevaux, puisque les tziganes indiens ont été leur déplacement, si vous voulez, ça on peut pas parler forcément d'une migration assez complexe avec l'Inde, puisque l'Inde est un pays dont on migre peu, tout simplement parce que si on s'éloigne des fleuves sacrés de l'Inde, on devient impur et on casse le cycle de réincarnation. Donc on hypothèque fortement ces vies antérieures. Donc il y a très peu de migrations qui sortent de l'Inde, mais le peuple tzigane en est sorti, alors probablement par des raisons organisées, c'est-à-dire entre seigneurs locaux, la déportation d'une partie de la population. Pourquoi ? L'Inde, autour de l'an 1000, c'est le plus gros producteur d'armes. Le savoir-faire des forgerons est immense. Il y a beaucoup de gens du voyage, forgerons, qui arrivent d'ailleurs au XVe siècle en Europe. Oui, c'est un grand savoir-faire des tziganes, le travail, la notion, comme je vous l'ai dit, la guerre et tout ce qui est de la logistique autour de la guerre. Et les déplacements de population indienne se font probablement de cette manière-là, avec peut-être aussi des déplacements contraints, mais qui sont des déplacements, on va dire, productifs. Alors, on amène 53 000 tziganes sont amenés à la frontière de l'Afghanistan autour de l'an 1014 pour industrialiser la région. Et 60 ans plus tard, on a la population, les armées turques qui partent d'ici, qui parlent pas le turc, qui parlent le néo-perse. Les passages des tziganes s'est fait sur les territoires turcs, qui sont turcs maintenant, mais avant la présence des Turcs, puisqu'il n'y a aucun mot turc dans la langue tzigane. Et donc ce sont nos amis turcs qui vont venir conquérir l'Anatolie, pousser, et puis après, avec les conséquences qu'on connaît derrière les croisades, on ne parle jamais des esclaves, mais les Indiens sont présents en masse, ils apportent toute la logistique de guerre, et comme ils sont esclaves, on ne parle pas d'eux dans les livres d'histoire, mais ils sont présents aussi sur ces territoires-là, durant cette guerre-là, et leur appellation de tzigane vient du mot perse qu'utilisaient les Turcs, qui parlent le néo-perse à l'époque, c'est-à-dire shogan, dresseur de chevaux, en rapport avec le dressage des chevaux. Et quelles sont les terminologies exactes à utiliser quand on parle des différentes communautés ? D'ailleurs, quelles sont ces communautés des gens du voyage ? Les Romani. Il faut faire la différence entre le monde tzigane et le monde du voyage. Dans le monde tzigane, on a des appellations des plus anciennes aussi, c'est manouche, qui veut dire humain, simplement. Manouche, tzigane, toutes ces appellations-là font partie du monde tzigane. Par contre, dans le monde du voyage, on en parle si on se reprojette maintenant directement autour de l'époque napoléonienne et un peu après, sur les frontières de France, on va avoir des populations comme les Cintés du Piémontais, qui vont venir s'installer sur des territoires français, qui sont des gens du voyage, qui ne sont pas des tziganes, mais qui vont en grand nombre pour produire la population circassienne et foraine. Et voilà. On a les Yéniches sur le nord-est de la France, qui sont alsaciens et tout, qui font partie du monde du voyage, qui sont des gens qui ont un mode de vie itinérant sur un territoire qui est quand même assez important, mais qui ne sont pas des tziganes. Ils sont voilà. Le monde tzigane concerne vraiment la souche qui part des Indes. Ça inclut les Manouches, une partie des Roms, la totalité des Roms d'ailleurs, qui sont sur les territoires d'Europe de l'Est. Les Romani Travelers qu'on trouve en Irlande. Alors moi, je me suis contenté effectivement d'étudier beaucoup la question sur le territoire français, européen, européen, mais surtout sur le voyage historique. Et malheureusement, je n'ai pas été jusqu'en Irlande. Mais ce que je sais, bien sûr, c'est que qu'on y a eu 3 routes. On sait que les peuples tziganes, à travers 3 grands courants, on va avoir des tziganes jusque sur toute la côte nord-africaine. On en a sur toute l'Europe de l'Est et on a aussi sur l'Europe du Nord. Et même une partie a poussé jusqu'aux États-Unis à partir du 19e, du 20e siècle. Traveler, d'où vous sortez ça? C'est le fait que ce sont des voyageurs.
Du coup, travel, Ah, qui en d'accord, anglais ok, veut oui, dire on arrive voyager. sur l'appellation Voilà, typiquement anglo-saxonne. exact, anglo-saxonne, tout comme nous en français, on dit gens du voyage Ah, d'accord. pour les désigner. Donc oui, c'est vrai que cette histoire, elle est assez large. Il y a donc le mot romanichel, C'est péjoratif. très péjoratif. Très péjoratif. J'en connais pas l'origine. Il y a, ce qui est sûr, c'est qu'au 19e siècle apparaît dans le mode de vie des tziganes la roulotte. Elle n'existait pas avant. Avant, ils dormaient dans des granges, ou ils étaient hébergés, ou dormaient sous des tentes, des habitats naturels qu'on pouvait trouver. Et au 19e siècle apparaît la roulotte, qui va rendre cette population complètement visible, puisque avant, on les pas forcément les distinguer de très loin avec des autres saisonniers. Mais l'apparition de la roulotte va vraiment. Alors, est-ce que derrière cette distinction maintenant auquel personne n'échappe visuellement, il y a des appellations qui sont sorties, romanichel, je sais pas trop je connais pas l'origine. Et les bohémiens, on parle des bohémiens parfois. Alors ça, c'est autre chose. Il y a une valeur historique derrière. On sait que cette population-là a traversé les territoires du roi de Bohême et qu'elle a bénéficié justement de par sa faculté de bon chrétien et les savoir-faire qu'ils ont mis en place et à profit pour le seigneur local. Ils ont reçu des papiers leur permettant de traverser les territoires signés par le roi de Bohême. Et donc, quand ils arrivaient, ils se présentaient comme bohémiens, ou on s'est mis à les appeler comme bohémiens. Alors donc aujourd'hui, pour désigner alors toute la communauté, quel terme conviendrait le mieux? Déjà, le terme communauté, il convient pas. Comme je dis, ce sont des gens qui sont en lien par la parenté, mais qui sont extrêmement différents les uns. À l'intérieur d'une même parenté, vous avez des valeurs différentes, des religions différentes. Et donc, on peut pas vraiment utiliser le terme de communauté. Donc, les gens du coup, les tziganes, les voyageurs, on ne peut pas aujourd'hui affirmer qu'ils représentent une communauté. Non. Pas dans le sens communauté, comme on l'explique, parce qu'à l'intérieur d'une communauté, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus complexes que de se connaître les uns les autres. Il faut avoir une activité autonome à l'intérieur. Un lien historique peut-être aussi. Un lien commun. historique, mais surtout être axé sur un grand nombre de valeurs qui sont identiques. Or, ce serait une erreur de croire que quand on voit, on va arriver sur un aire d'accueil de gens du voyage, de penser que les gens qui y vivent appliquent tous le même principe de vie, les mêmes valeurs, les mêmes principes à leurs enfants. Et c'est complètement faux. Ils ont une liberté de penser à l'intérieur de ça. Ils maintiennent. C'est quoi, gens du voyage? C'est maintenir un mode de vie d'habitation mobile. On peut peut-être utiliser le terme de voyageur. Voilà, cet esprit de voyage. Mais ce ne sont pas des gens qui ont décidé tous de voir la même pensée, la même façon de voir, la même façon de faire. Il y a des gens avec lesquels je travaille. Gagner la confiance des gens du voyage, c'est pas rien. Il y a des gens avec qui je travaille depuis des années. Je dirais, on peut inclure leurs enfants dans des projets qui peuvent être assez ambitieux, où il faut sortir de l'air, il faut partir. Et il y en a d'autres, ça fait des années que je suis avec eux, c'est pas possible. C'est plus difficile pour les gadgets de gagner la confiance, ou c'est une question. C'est difficile de gagner la confiance d'un homme quand on est un homme. C'est pas quelque chose qui est exclusif aux gens du voyage, d'avoir du mal à accorder sa confiance. Mais encore plus quand la personne ne vient pas de notre bien sûr, cercle. Quand on sait que déjà on peut partir, qu'on n'est pas attaché à un territoire, nouer des liens, ça peut avoir beaucoup de sens. Donc ils vont pas être futiles. Donc si je te donne ma confiance, c'est une vraie confiance, quoi. Et quand elle est gagnée, elle est durable. Alors, nous sommes au téléphone avec Denis Crolotte. Denis, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour Denis, alors on va faire une petite parenthèse pour parler d'une manifestation que vous organisez demain à Nancy. Donc je rappelle que vous êtes représentant du MAN, le mouvement pour une alternative non violente. Oui, c'est un mouvement qui est aussi engagé sur les questions d'écologie, sur les questions de justice sociale. Et il se trouve que demain, à 14h, place Maginot, il y a une marche pour le futur.
Et donc, cette marche pour le futur regroupe toutes les associations qui sont féministes, antiracistes, écologistes, qui veulent plus d'égalité. Et donc, comme je dis, c'est une manifestation très politique, mais apartisane, puisque forcément, il n'y aura pas de parti politique, puisqu'on est la veille du premier tour. Et ce 9 avril, on veut montrer la capacité de la mobilisation des associations, de la société civile, pour dire, au fait, on est là. Vous n'avez pas parlé de nous, ou très peu, pendant les élections ou la campagne. Nous, on veut une Europe qui soit en paix, on soutient la démocratie, on soutient tous les efforts de la société pour qu'elle soit plus écologique, plus égalitaire, plus féministe et moins ou plus du tout raciste, voilà. Et donc cette manifestation pour le futur, c'est la démonstration en quelque sorte que nous voulons exister dans cette société à la veille des élections présidentielles. Justement, il me semble que la date n'est pas anodine, la date de cette manifestation. Quel impact espérez-vous avoir sur le scrutin, quand bien même cette manifestation soit totalement apartisane et apolitique? Alors, il y avait déjà eu une première marche qui s'appelait Ouvrez les yeux, qui s'appelait Look Up, Ouvrez les yeux, c'était le 12 mars. Qui avait rassemblé sur Nancy 650 personnes. Et là, c'était plus centré sur les questions d'écologie, puisque le rapport du GIEC venait de sortir, mais le rapport du GIEC avait été complètement mis de côté à cause de la guerre en Ukraine. Donc là, on revient le 9 juin pour dire il y a des problèmes écologiques. La transition écologique, elle peut se faire aussi si on veut sanctionner Poutine en évitant d'acheter son gaz et son pétrole. Et donc, il faut le faire tout de suite. Nous, on a une volonté d'impact, non pas forcément sur les électeurs. Les électeurs sont grands pour savoir qui ils doivent choisir et pourquoi, et éventuellement pourquoi ils ne se déplacent pas. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des forces dans la société qui sont des forces qui préparent le futur, qui sont du côté de la vie en quelque sorte, du côté de la démocratie, du côté de la distance pacifique entre les personnes, et que ces gens-là doivent se mobiliser et doivent influencer aussi notre futur comme ils influencent notre présent. Alors, pour terminer cette courte parenthèse, Denis, à propos des tziganes et de l'engagement d'Human, notamment sur les questions d'égalité, de justice sociale, est-ce que vous avez un mot à dire? Oui, il se trouve que quand je suis pas militant au mouvement pour une alternative non violente, j'ai été éducateur, donc travailleur social. Et j'ai eu comme partenaire une association qui compte beaucoup pour moi, qui s'appelle Amitié Tzigane. Et donc, j'ai eu l'occasion, moi, de découvrir aussi la richesse de la culture des gens du voyage, parce que j'ai travaillé avec des jeunes à ce moment-là, et puis des moins jeunes aussi. Et donc, pour moi, l'accueil des gens du voyage, c'est une valeur, quoi. Hein, et je sais que c'est très, très, très compliqué, qu'il y a beaucoup de rejets et d'a priori, il y a beaucoup de préjugés sur les gens du voyage. Ils sont facilement boucs émissaires et l'image du voleur de poules colle encore dans l'inconscient ou le conscient, dans un moment où, en plus, l'extrême droite est en recherche de boucs émissaires. Je veux dire, ils sont boucs émissaires tout désignés, parce qu'ils ont des normes différentes. Mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié chez les gens du voyage, c'est un sens très très fort de la famille, un sens de la solidarité, une forme d'ouverture, et puis une culture, quoi. Hein,
mais ce sont aussi des autodidactes, donc la société a du mal avec les autodidactes. Voilà ce que j'ai à dire sur les gens du voyage. Très bien. Eh bien, je vous remercie, Denis. Je rappelle donc que votre manifestation aura lieu demain, samedi 9 avril, à 14h, à Place Maginot, c'est ça? Oui, Place Maginot. Et ceux qui veulent venir avant, il y aura un concert de David Vincent, un ancien tout à fait marrant, qui donne beaucoup d'énergie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Denis Crolotte. Et merci d'avoir fait cette parenthèse dans votre émission. Très bien. Au revoir. Alors on va s'octroyer une petite pause musicale, une pause suggérée par notre invité du jour, Frédéric Paris. C'est Banjaras, Sand, Sensuality and Color sur RCN. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 avec notre invité du jour, Frédéric Paris, qui s'occupe notamment des gens du voyage sur le plateau et pour la mairie de Maxéville. On vient d'écouter Sound, Sensuality and Color des Banjaras. Je sais pas si mon accent espagnol est bien ou s'il faut prononcer comme ça. Non, je crois que c'est indien. C'est indien en plus, donc j'y suis pas du tout. Le J se prononce aussi. C'est la Jota. Ouais, il se prononce aussi très proche du R. Alors je sais pas la prononciation exacte, mais c'est pas loin de ça. Pourquoi ce choix de chanson? Il illustre justement les propos qu'on avait tout à l'heure concernant le travail du fer. On entend les forges au début, la participation des femmes importante dans ce travail-là d'ailleurs, qui paraît exclusivement réservé aux hommes. Et un autre grand savoir-faire dont disposaient les Tziganes, c'était la musique dont on parlait tout à l'heure. Et là, c'est un groupe de musiciens itinérants qui louent leur service pour des mariages et voilà. Et la part qu'ont les enfants aussi dans cet univers musical est importante. C'est un jeune garçon qui chante, qui a à peine 12 ans. Et voilà, pour moi, je trouve que ça illustre bien le travail, la musique. Tout le monde participe. Quelque chose qui est très proche du monde tzigane. Ouais. Qui illustre bien le monde tzigane, quoi. On va revenir sur un épisode beaucoup plus sombre. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on est en janvier 1938 et là, à ce moment-là, par l'intermédiaire d'Heydrich, les autorités allemandes ont des mots très très durs à l'égard des communautés tziganes. Alors je cite: pour des raisons de santé publique et en particulier parce que les tziganes ont une hérédité notoirement chargée, que ce sont des criminels invétérés qui constituent des parasites au sein de notre peuple et qu'il ne serait qu'y produire des dommages immenses, mettant en péril la pureté du sang allemand, d'où décidons donc de les exterminer. Et ça, on est en janvier 38. En septembre 39, Heydrich donc met en pratique cette extermination. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on en est à 500 000 tziganes qui ont péri sous le régime nazi. La lourdeur des mots est sans équivoque. Encore une fois, malheur d'être sur un territoire au mauvais moment, c'est pas. Les gens qui sont là, qui ont depuis peut-être bien longtemps cessé leurs activités guerrières, qui sont devenus simplement des artisans et des itinérants agricoles et d'autres simplement des villageois, parce que beaucoup ne sont plus itinérants, donc ils vont être très très faciles à... Des musiciens, pour certains. Arrêter. Ouais, des musiciens, mais beaucoup de simples paysans, des gens qui fabriquent, qui ont des petits artisanats, mais qui sont devenus sédentaires. Sur la plupart des territoires où va s'appliquer cette espèce d'abomination, ce sont des sédentaires, ils vont être très très vite attrapés, capturés, concentrés et massacrés. Une insurrection aura lieu d'ailleurs dans un camp le 11 mai, le nom m'échappe, mais elle est fêtée encore cette insurrection tous les ans sur le parvis de Notre-Dame, qui est aussi un lieu très important pour les tziganes. Voilà, c'est dans la furie de cette guerre-là, ils n'y ont pas échappé. Maintenant, on peut pas imputer la difficulté qu'ont cette population-là à évoluer tout à son aise sur le territoire-là, sans regarder les choses dans sa globalité. Et bien sûr, Hitler a été en grande partie responsable
du massacre des peuples tziganes. Mais nous avons aussi une part de responsabilité. Nous, il y a eu, c'est-à-dire sur nous, le territoire français, en tant que Français, en zone libre, comme je le disais tout à l'heure, la paranoïa a été si forte qu'à un moment, on s'est plus contenté de suivre les gens avec le carnet anthropométrique et on a interné, que ce soit en zone occupée ou en zone libre, des tziganes jusqu'en 1946. Donc vous voyez, c'est un petit peu après la guerre. Où on est rentré dans ces camps, on a sorti le matériel, on a sorti les armes, mais on a laissé les tziganes à l'intérieur parce que on pensait que c'était la meilleure place pour ces peuples-là, qu'on considérait comme étant nuisibles, quoi. C'est ce décalage dans le moment entre le moment où la France est libérée et où les tziganes regardent ça à travers les barreaux a créé un traumatisme très important chez le peuple tzigane. Ce traumatisme il ne date pas seulement de la Seconde Guerre mondiale, il y avait déjà des prémices d'une sorte d'anti-tziganisme. Par exemple, Denis Crolotte évoquait le vol des poules, le vol d'enfants aussi a été à un moment donné très présent dans les clichés, les stéréotypes. Et il faut savoir que le vol d'enfants à la base, au Moyen Âge, c'était quelque chose qui était imputé aux Juifs. Donc à la base, c'était un stéréotype antisémite, et quelques siècles plus tard, il s'est déplacé et il est devenu un stéréotype anti-tzigane. Là où la chrétienté est forte, marque son territoire de manière très très importante, c'est ce genre d'image, ce genre de préjudice qu'on va porter au... oui, il est très facile sur le territoire tzigane, chrétien, force est de constater que des fois les Juifs ont mauvaise réputation, surtout à travers l'histoire, les textes historiques avec des images complètement débiles comme celle du vol d'enfants, et que il est très facile de déporter ces images-là plutôt que d'en inventer d'autres sur le peuple tzigane. Moi-même, pour avoir des tziganes à l'intérieur du monde des gens du voyage, ils sont pas non plus exempt de tout reproche. Moi, j'avais des activités où je mélangeais des enfants du voyage et des gens du voyage et des enfants roms. Et j'ai eu des réactions absolument extraordinaires de la part d'enfants du voyage qui disaient non, il faut pas les prendre, ils mangent les enfants. Enfin voilà, c'est absolument délirant. Que même dans c'est très grossier, oui, parce que on imagine l'autre sous toutes les différences possibles et sous tout ça nourrit toute forme de fantasme. Oui, toute forme de fantasme, toute la monstruosité possible peut se laisser aller autour d'une conversation comme ça, où des enfants vont entendre des parents dire des trucs complètement aberrants et le ressortir derrière, qui fait le témoignage d'une incompréhension plus que d'une incompréhension plutôt qu'une vérité, parce que quelques temps après, au moment où la petite criait ça, sa copine lui disait mais non, ils mangent pas du tout les enfants, ils sont très gentils, je te jure, ils sont très gentils. Mais voilà, on a des clichés comme ça, et pour ça, je vais me dire, pour être tout à fait honnête, les voyageurs ont pas besoin des gens extérieurs des fois pour eux-mêmes dire quelques bêtises, quoi. Quand même. Parfois là, il y a aussi ce cliché de peur. On a peur. Attention, n'allez pas dans tel endroit. Il y a des camps de gitans, il y a des camps de gens du voyage. C'est dangereux. C'est vrai, c'est faux. En fait, on revient sur toujours cette terminologie. Si je vous dis, hier soir, j'étais à une soirée gitane, oh là là, et il m'a regardé en me disant, on imagine les belles robes, ça va être super, vas-y raconte-moi, quoi, tu vois. Et si je te dis en même temps 2 minutes après, je dis à ton fils de 14 ans, on va chercher le ballon dans le camp gitan là-bas, c'est marrant, mais le mot n'a plus du tout la même connotation, quoi. Il n'a pas du tout d'aller en visite, quoi, tu voyez. Donc ça illustre bien la difficulté à imbriquer, à faire en sorte que et la population et la société trouvent le moyen d'être en accord. On voit bien qu'à travers ces deux mots-là, il y a tout et son contraire qui apparaît, quoi. Et ça illustre bien la difficulté du rapport, quoi. Et c'est un peu comme dans la plupart des stéréotypes, plus on met des gens dans des cases, plus ils s'éloignent, et parfois leur seule façon d'exister, c'est d'en jouer de ces stéréotypes. La différence. On a vu l'exemple, par exemple, avec les Lopez, la famille Lopez qui se battait par vidéo YouTube interposée, un cliché aussi qui a perduré et qui n'a pas permis d'asseoir, d'anoblir la réputation. Là on n'est pas du tout. Je crois que exalté peut-être par l'épouse bleue ou je ne sais quoi, ces personnes se sont mis à se mettre en scène, mais ça a été un grand préjudice
pour les gens du voyage. Moi, j'ai regardé ça avec beaucoup de tristesse, plus les parodies qu'il y a eu derrière. Bon, voilà, ça s'est arrêté depuis. Je crois qu'il y a eu une finalité assez dramatique d'ailleurs, cet épisode-là. Pour ma part, les gens du voyage que je connais ne se mettent en scène que de manière très chaleureux, très gentil. Voilà, ils se célèbrent les uns les autres. Voilà, mais j'ai très peu je suis jamais témoin de distension entre gens du voyage sur Internet. Chez les voyageurs, le truc il se règle là maintenant et il y a pas de. Mais ça a été un épisode assez retentissant, parce que j'ai même vu des youtubeurs assez célèbres faire des sujets sur le truc, qui pour moi était assez triste. Mais voilà, ça s'est arrêté et tant mieux. Mais en tout cas, c'est pas du tout représentatif des gens du voyage avec lesquels moi je travaille, que je connais, ou même ceux que j'ai connus quand j'étais plus jeune. Ce n'est vraiment pas du tout représentatif, quoi. Il y a aussi une idée reçue, c'est celle de l'endogamie dans le milieu des gens du voyage, dans la mesure où parfois on dit ils ne se mélangent pas, ils ne se marient pas avec d'autres personnes, et ceux qui se mélangent avec d'autres communautés, les enfants sont appelés des bâtards. Est-ce que ça c'est une idée reçue ou c'est quelque chose? Les groupes, je vous dis encore une fois, il n'y a pas de communauté des gens du voyage, ils ont leurs valeurs chacun individuellement à travers leur groupe de famille, quoi. Si vous avez un groupe de gens du voyage qui décide d'avoir ce comportement-là, c'est pas impossible que ça existe, mais non. Ce sont des gens qui sont très pragmatiques. Et le cœur a ses raisons que la raison ignore, c'est-à-dire que quand deux personnes ont envie d'aller l'une vers l'autre, si c'est comme ça, c'est comme ça. Et des fois, ça donne des résultats qui sont certainement surprenants, puisque voilà, j'ai très peu de femmes des gens du voyage qui sont réellement salariées, donc qui disposent d'un métier. Et souvent, le fait d'être marié avec quelqu'un qui n'est pas un voyageur, voilà. Alors ça peut être aussi un voyageur, mais ça peut modifier ça. Il y a des alliances en dehors des gens avec des couples qui peuvent se former. Et les enfants qui vont en résulter, en être issus, ne vont pas être qualifiés de. Non. Aimer les enfants, c'est quelque chose de fondamental chez les voyageurs. Les enfants sont des enfants rois. C'est pas eux qui gouvernent, mais ce sont des enfants rois. Et aimer les enfants, c'est un principe de base. Donc je vois mal ça. Et en parlant de métissage, le métissage, il s'est fait aussi à travers la musique. On va avoir le temps de développer ça à travers la cuisine aussi. Mais avant, on va écouter un petit mélange musical, un petit métissage musical, musique gitane, flamenco. C'est le titre de Tony Patrac, Yo te quiero ma, sur RCN 90.7. 13h, 14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. On est sur RCN 90.7. On vient d'écouter Yo te quiero ma de Tony Patrac. On est avec Frédéric Paris, qui est donc référent pour la mairie de Maxéville. Olé. Olé. Et olé. Et comment? Parce que la culture hispanique, andalouse, on va en parler, cette imbrication entre les gens du voyage qui se sont intégrés de par la musique, de par la cuisine. C'est tout à l'heure, tu mentionnais le fait que il y avait des Indiens, des Turcs, des Arabes, des Andalous. Donc tout ça a traversé la culture des gens du voyage. En France, notamment, dans des villes comme Perpignan, on a un quartier qui s'appelle Saint-Jacques, et c'est le quartier gitan. Et dans ce quartier-là, la musique est quelque chose vraiment de fondamental. C'est un noyau. Il y a même un rappeur qui s'appelle Némir, qui s'inspire beaucoup des musiques gitanes parce qu'il a grandi dans ce quartier Saint-Jacques, entouré de musique. Et pour lui, tout naturellement, en devenant artiste professionnel, il fallait rendre hommage à ces gens du voyage. Surtout les territoires où les tziganes sont passés, ils ont adopté une grande partie de la culture locale. Et la musique, bien sûr, ça y échappe pas, avec l'utilisation des instruments locaux, des tonalités, et surtout les territoires. Et c'est très intéressant, c'est que si on poursuivait notre voyage qu'on avait démarré en Inde tout à l'heure, en restant sur des morceaux vraiment marqués géographiquement, on trouve de la musique tzigane sur tous les territoires qui est très proche de la musique locale. En Tunisie, donc actuellement en Turquie, ou dans les Balkans,
la musique tzigane est inspirée avant toute chose de la musique qui est présente là et des instruments qui sont présents. Nous, le nord-est de la France, on est un territoire de luthiers, de grands, de grands instruments à cordes. Fabricants. Voilà, on fabrique des instruments à cordes, notamment Mirecourt, c'est connu dans le monde entier. Et c'est un territoire où il y a les instruments qui se sont développés sont le violon et beaucoup la guitare, la contrebasse. Sur le sud de la France, on arrive avec justement l'influence arabo-andalouse qui va quand même occuper ce territoire-là pendant presque 8 siècles. Évidemment, la musique andalouse et les instruments qui sont utilisés au départ, notamment la guitare classique, qui est devenue la guitare espagnole, est marquée par la présence d'abord de la musique locale, et après les tziganes ils s'en inspirent. Tout ce qui est gypsy music, ils cassent les codes, ils prennent la musique, ils en font ce qu'ils veulent, ils écoutent là-bas, ça fait doum doum doum, c'est pas marrant, on va faire plutôt doum doum doum. Aujourd'hui, on parle même de gypsy pop avec des artistes comme Kenji Girac qui a ouvert une voie, en tout cas pour d'autres, pour de jeunes personnes qui viennent des communautés de gens du voyage notamment, qui mêlent ce qui se fait de plus pop ou variété française avec qu'on l'aime ou pas, mais avec des influences de chez eux. Il y a aussi la cuisine. La cuisine, alors il y a des mets, il y a le hérisson, la dorade tzigane, les poivrons farcis, la chorba. Un gratin, il y a aussi le gratin de chorizo au port Zevanska. Quel plat, toi, t'ont marqué dans cette culture-là? La chorba, parce que quand j'ai découvert la chorba chez les tziganes, ça m'a fait beaucoup sourire et ça m'a rappelé justement leur épopée, leur grande transhumance pour aller s'associer aux armées ottomanes parce que c'est pas en Inde qu'on fait la chorba et pourtant c'est devenu quelque chose de très de très courant. C'est vraiment après le plat traditionnel chez les tziganes. Les tziganes l'appellent aussi la chorba. Ils l'appellent aussi la chorba. Ouais, ça, comme les Maghrébins. Le nom a pas changé. On veut pas aller sur la linguistique parce que sinon mais restons sur la cuisine. Là aussi où je me suis beaucoup amusé, c'est que moi j'avais connu la préparation du hérisson, mais par les yéniches. Donc comment dire, monde du voyage, non pas monde tzigane. Et on les prépare d'une certaine manière. Il y a une pompe à vélo qui entre là-dedans. Il y a des rasoirs à main qui rentrent en ligne de compte. Il y a une pompe à vélo. Il y a une gazinière, une bouilloire. Et chez les tziganes, pas du tout. Quand j'ai commencé à travailler avec les gens du voyage sur Manitage, j'ai découvert pour la première fois de ma vie comment les vrais manouches préparaient le hérisson. Ils le préparent pas du tout de la même manière. Bon, il finit quand même congelé, mis au congélateur pour les beaux jours. Mais il est préparé. Il y a tous ces instruments n'entrent pas en ligne de compte. Le dicton, le proverbe dit que le tzigane il cuit sur la pierre, le manouche il cuit sur la pierre, le yéniche sur la grille. Alors maintenant, on va dire que le manouche serait sur la grille et le yéniche sur la gazinière, quoi. Mais, parce que les temps ont changé. Voilà, les temps ont changé, quoi. Mais j'ai découvert une façon complètement et très très ancienne en plus, et ça m'a vraiment marqué, quoi. Dans l'ensemble, c'est une cuisine super chaleureuse, très agréable, très colorée, pas forcément pimentée, mais très belle, quoi. Beaucoup de couleurs, quoi, dans l'ensemble de la cuisine. Bah écoute, on espère que la prochaine fois que tu viendras, ce sera pour nous faire découvrir quelques plats, parce que là, tu nous mets l'eau à la bouche. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric Paris. Donc, je rappelle que tu es référent pour la mairie de Maxéville et que tu t'occupes notamment des gens du voyage sur le plateau. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis aujourd'hui. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle émission. Et on se dit au revoir. Merci, au revoir. RCN, www.rcn-radio.org